Bonjour, bonsoir, tout dépendant dans laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui après 2 semaines d'absence pour un update lecture du courant du mois de mars parce que je vais lire beaucoup de livres et j'ai pas envie que la vidéo bilan dure 1h30. Donc l'avantage c'est qu'ici je vais parler de lecture en détail, que je passerai brièvement dans le bilan et je vous redirigerai sur cette vidéo aussi pour avoir un peu plus mon avis en détail sur les livres qui ne seront pas évoqués, enfin vous voyez ce que je veux dire, le micmac comme d'habitude. Parce qu'étant donné que je suis dans un challenge littéraire où le but c'est de lire beaucoup et de faire des points, selon ce que je lis, si je le montre en story ou en vidéo, bah ça va un petit peu spoiler mes adversaires, donc il vaut mieux éviter pour rester safe. Et du coup là, comme la première semaine de challenge s'est terminée, ces lectures là elles sont comptabilisées, donc je peux en parler sereinement, il n'y a pas de souci. Donc vous allez voir qu'il y a du bon et du moins bon, mais dans l'ensemble je suis plutôt contente de ces 2 premières semaines. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Précisé, mais il va y avoir des lectures du challenge et des lectures hors challenge parce qu'il y a des trucs que je pouvais pas caser dedans mais que j'avais envie de dire quand même. Donc voilà, ma palle descend bien, mais j'avoue que j'ai quand même pas mal focus de lecture pour le boulot, on va en reparler. Mais sinon, je suis plutôt équilibrée, donc ça va. J'ai d'abord lu le premier tome des artefacts d'Ouranos, je ne sais plus, les épreuves de la Reine Soleil. Alors, je n'en avais pas du tout entendu parler avant de le voir arriver dans mon rayon en librairie. Donc, j'ai été un petit peu intriguée avec cette romantécie. Ici, on va suivre 10 femmes qui vont devoir subir des épreuves mortelles afin de devenir la Reine Soleil, donc épouser le roi qui est actuellement en place. Et notre personnage principal est choisi pour faire partie de ces 10 compétitrices. Alors, pourquoi ça m'a botté dès le début? Parce que ça m'a rappelé un petit peu Three Dark Crowns, Four Dead Queens, The Prison Healer. Vous voyez, un petit micmac comme ça avec des épreuves. Moi il m'en faut pas plus. Donc on est sur une romantécie, donc avec du contenu adulte. Il n'y a pas énormément de smut je dirais dans ce tome-ci. Voilà, ça reste quand même très léger et au niveau trigger warning on en a quelques-uns, mais également ça reste assez léger. Donc pour ce premier tome je le vois accessible davantage qu'un premier tome de Guild, de la saga de Rennes, voilà. Ma foi, c'est une lecture qui m'a agréablement surprise parce que ce premier tome est assez court, donc je me suis dit soit ça va tirer en longueur pour rien, soit au contraire ça va être beaucoup trop rapide. J'ai trouvé ça très bien dosé, c'était très juste à mon sens. J'ai aimé ce que j'ai lu, j'ai trouvé ça très dynamique. L'auteur a su ponctuer le récit de plusieurs rebondissements et révélations de manière à ce que ce soit équilibré, qu'on n'ait pas toutes les infos d'un coup ou au contraire tout à la fin, paf, explosion d'informations, pas du tout. C'est tout au long du récit et en plus j'ai beaucoup aimé la fin parce qu'on n'a pas toutes nos réponses. Dans le sens où forcément il reste certains mystères, mais des trucs qu'on aurait pu se dire on va avoir les réponses dans ce tome là, vas-y c'est évident, ça crève les yeux. Pas du tout, donc le mystère est vraiment bien gardé. J'ai été tenue en haleine vraiment tout le long. Pour ma part, c'est pas un sans faute parce que voilà, c'est jamais parfait, mais j'ai bien apprécié. Notre personnage principal qui s'appelle Laure, elle est une, on le sait rapidement, elle est en prison à la base avec ses frères et sœurs. Et elle va se faire sélectionner et on sait pas trop pourquoi parce que, ah oui, on a des failles, je l'ai pas précisé mais voilà. Elle est pas du tout du côté de la haute société, vous voyez, elle est vraiment un peu bas peuple, hein, les prisonnières. Donc elle va se retrouver avec des compétitrices qui elles sont limite élevées pour ça. Donc voilà, ça rajoute un petit truc et j'ai pas trouvé qu'il y avait de facilité en mode c'est forcément la plus faible, l'élu, machin, vous voyez, il y a des petites subtilités et j'ai bien aimé, donc ça je le recommande et j'ai hâte de voir ce que va nous sortir le tome 2. Et j'ai été très surprise de ne pas le voir passer plus que ça sur les réseaux. Donc est-ce que je ne suis pas les bonnes personnes? Est-ce que j'ai carrément loupé quelque chose? Je ne sais pas. Mais je le recommande vivement. Un mois de lecture ne serait pas un mois de lecture sans un des tomes de Journal d'un vampire. Donc pareil que j'avais lu dans le cadre du challenge. Je voulais suivre avec le 9. Je ne l'ai pas fait parce que voilà, pour l'instant il faut savoir se raisonner. Dans ce tome 8, on reprend directement après notre fin du 7. J'ai été agréablement surprise parce que, encore une fois, je l'ai trouvé bien plus dynamique niveau intrigue et niveau personnage.
Alors, par contre, je continue à soutenir que le triangle amoureux là-dedans est ridicule par rapport à la série. Si on trouvait que la série c'était gnangnan, là vraiment, voilà, ça ne dégage rien, ça ne procure rien. Pareil, Bonnie toujours aussi bête. En revanche, j'ai trouvé que la tournure des événements était plutôt sympa. Encore une fois, ça s'est lu très vite, hein. En 2 heures, je l'avais plié. Donc, je dois reconnaître que depuis ouais, le tome 6-7, on remonte plutôt dans mon estime avec cette série. Donc, voilà, on va poursuivre. Je sais plus de la fin. Attendez, est-ce qu'elle m'a laissé pantoise ou non? Oui, lol. Oui, bon, voilà. Hein, la fin n'est pas un cliffhanger de malade, mais je lirai la suite avec entrain, voilà. Pas non plus, je m'attends pas au coup de cœur à un moment donné, mais je dois dire que c'est moins pire que ce que c'était le cadre du projet Chatham ce mois-ci. Je vous avais dit que je lisais une nouvelle trilogie, donc ça concorde avec les dates de parution. C'est la trilogie du cycle de l'homme et de la vérité. J'ai donc lu pour l'instant le premier tome, Les Arcanes du Chaos. Donc bien sûr je vais pas m'épancher parce que je vais vous en reparler dans la vidéo du mois pour ce projet-là et quand j'aurai lu les 3. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé celui-ci, ce premier tome. J'ai été agréablement surprise. Le mois dernier, j'avais lu du coup Carnage qui était sur les tueries de masse, donc voilà, on était quand même dans un truc assez policier sombre. Et puis j'avais lu Le Sang du Temps qui avait été un coup de cœur, qui était un thriller historique. Ici, c'est encore différent, vraiment. Maxime Chatham se renouvelle encore avec ce premier tome de cette trilogie. Où on rencontre en fait Yael, qui est une jeune parisienne, voilà, célibataire, qui vit sa vie. Et un jour, elle va voir des ombres apparaître dans son miroir qui vont vouloir lui faire passer un message. Et de là, elle va s'allier avec un autre personnage et elle va se rendre compte que il y a un jeu de piste et qu'elle est pourchassée. Et enfin, c'est un peu pour adultes, mais dans la lignée de Inheritance Games, où la conspiration dans le milieu ado, ce côté jeu de piste, ce côté énigme, ce côté grande famille où t'es pris pour cible, t'es projeté dans un truc où t'as rien demandé. Je dois reconnaître que ça m'a un peu déroutée parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Quand j'ai vu le résumé et qu'on me parlait d'ombre dans les miroirs, je me dis est-ce que ça va être un côté paranormal qui va un petit peu me chagriner, qui va être un petit peu pas crédible? Au final pas du tout, très bonne surprise. Le côté voilà où on a quand même un pan thriller historique parce qu'on remet en question un peu certains événements, vous voyez, genre théorie du complot et tout, moi j'adore. Donc voilà, je vous en reparlerai en détail parce que je veux voir ce que va donner la suite de la trilogie. Est-ce que ça va me faire comme avec la trilogie du mal ou comme on peut le lire indépendamment, ça choque pas? Parce que là à la fin, en fait je suis à peu près sûre que je vais pas retrouver les personnages que j'avais là malheureusement. Donc j'attends de voir comment ça va se ficeler. Mais en tout cas ce premier tome, très bonne lecture pour l'instant. Hâte de voir la suite parce que ça me botte. J'ai lu American Gods de Neil Gaiman et je dois dire que je suis à nouveau déroutée. Vous aviez peut-être suivi la péripétie dans les vidéos de la fin d'année dernière où j'avais lu De bons présages de ce même auteur accompagné de Terry Pratchett et qui avait été une lecture mais complètement déroutante, complètement barrée. Vraiment j'avais l'impression de le lire en étant bourrée parce que je comprenais rien. Ça partait dans tous les sens, vraiment c'était un capharnaüm de bêtises et ça m'avait laissé un petit peu vraiment très très froide. Et je m'étais dit, est-ce que ça vient de l'auteur Terry Pratchett ou est-ce que ça vient de l'auteur Neil Gaiman? Je pense que peut-être c'est les deux, mais en tout cas Neil Gaiman a quelque chose de particulier. C'est un livre, quand je les avais à la librairie à l'époque, avant que j'y retourne là, que je vendais avec De bons présages, donc qui était tiré aussi de la série, enfin qui avait amené à la série Good Omens. Ici ça amène à aussi une série sur Amazon Prime Video qui s'appelle American Gods. Et j'étais en mode ouais c'est trop bien machin, donc moi je le vendais en mode c'était trop bien. Et quand je l'ai lu, alors vraiment, encore une fois je suis déroutée. Alors je dois dire que dans celui-ci, j'ai trouvé qu'il y avait plus un fil conducteur et une ligne logique de l'intrigue. Où ça suit, c'est beaucoup moins, ça part beaucoup moins dans tous les sens que l'autre. Là les personnages on les suit, on voit un peu l'intrigue et tout, mais
c'est pas pour moi. Je pense que c'est pas moi. Ici, qu'est-ce qui se passe? On rencontre Ombre qui sort de prison et qui va rencontrer un personnage qui s'est fait appeler Voyageur, qui est a priori un dieu un peu antique. Et ce dieu va proposer un travail à Ombre sans en dire trop, donc se retrouver à son service et ce travail va le mener au centre d'un conflit entre des entités antiques, des dieux mythologiques très vieux et les nouvelles déités un peu actuelles, vous voyez. Donc présenté comme ça c'est un petit peu bizarre, je dois dire que ça m'a davantage plu que de bons présages parce que là vraiment je lisais quand même une histoire continue, mais il y a quand même des trucs très particuliers. Vraiment moi il y a une scène dans les premiers chapitres qui m'a traumatisée et en parlant avec Marine dans le challenge, qui l'a lu également, nous avions le même ressenti. Donc voilà, en plus les chapitres sont longs donc j'avais l'impression de ne pas en voir le bout, c'était terrible. Je pense que j'essaierai la série, comme pour Good Omens de Bon Présage, là je pense que j'essaierai voir si ça me convainc mieux et peut-être qu'après un jour je referai une relecture en connaissant la série et donc peut-être que ça ira mieux, je sais pas, mais en tout cas c'était pas fou. Deuxième déception, malheureusement, enfin c'est comme l'autre, c'est une déception en demi-teinte. J'ai lu Red Sparrow, donc Le Moine Rouge, c'est le livre qui a été adapté au cinéma avec Jennifer Lawrence. Donc on est sur un roman d'espionnage. On va suivre Dominica qui est une ancienne danseuse qui suite à une chute n'a pas pu devenir ballerine et qui va être recrutée par les services secrets pour faire des missions d'espionnage et l'une de ces cibles va être un agent infiltré de la CIA donc américaine qui est infiltré en Russie. Et voilà, ça va se goupiller. Alors, c'est un très bon roman d'espionnage, je ne dis pas le contraire. Par contre, on voit que c'est très américanisé, où vraiment les Américains c'est les gentils, la Russie c'est les très méchants. On a vraiment un gros côté caricatural, j'ai trouvé, de la Russie, qui m'a un peu dérangée parce que, surtout vu le contexte actuel, faut doser. Après voilà, ça a été créé une période bien avant, mais on est quand même avec Poutine, donc c'est comme récent sans l'être trop. Je dois dire que j'ai pas vu le film, l'adaptation, donc je ne sais pas qu'en penser, est-ce que c'était trop plan-plan, est-ce que voilà. Là on est quand même sur un récit rythmé, dynamique, à part voilà ce côté caricatural de la Russie. J'ai bien aimé le personnage de Dominica, et je lui ai trouvé comme une certaine froideur, j'avoue, mais après c'est peut-être le côté russe, voilà, moi aussi je dis un cliché sans doute. Cependant, ce qui m'a déçu, c'est que j'ai, en fouinant sur internet, appris que c'était une trilogie et que la suite n'a jamais été traduite. Donc là, oui, on a une fin ouverte, on peut se contenter de celui-là, mais c'est un petit peu frustrant. Voilà, donc pourquoi, pour qu'est-ce, pour qui, sachant que les 3 tomes sont écrits, c'est terminé, hein, il n'y a rien d'autre avant, il n'y a rien d'autre après. Donc un peu décevant, mais bon, ma foi, c'était quand même sympathique. Si vous voulez un roman d'espionnage, c'est un peu, je dirais, dans la même veine que John le Carré en France. Voilà, si ça peut vous situer. J'ai ensuite lu le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc oui, je commence une nouvelle série à rallonge, mais elle était sur mes étagères, donc c'est un petit peu semi-justifié. Je dois dire que je n'ai pas été déçue, mais je n'ai pas été transcendée et convaincue comme je m'y attendais. J'entends par là, donc qu'est-ce qui se passe? Ici, donc on a 7 sœurs, donc le papa décède, donc elles sont de base un peu éparpillées partout, chacun a sa petite vie et tout. Et donc elles se retrouvent pour l'enterrement, enfin voilà, pour les décisions à suivre. Et elles ont chacun une lettre. Et dans ce premier tome, on suit Maya, qui elle ouvre sa lettre et va découvrir des informations sur ses origines. Et ça va la mener de Suisse à partir au Brésil pour mener l'enquête. Tout ça accompagné d'un personnage, enfin d'un homme avec qui elle travaille. Voilà, elle est, je crois, traductrice dans le monde de l'édition, et donc elle va rencontrer un des auteurs pour qui elle a fait des traductions, et du coup, voilà, ça va l'intéresser de bosser avec lui sur l'enquête. Enfin bref, donc poursuivre ses origines. Et du coup, le récit est en plusieurs parties où on a une partie Maya, ensuite on a une partie sur son passé, on revient sur Maya, et puis on retourne dans le passé et on revient sur Maya. J'ai pas forcément apprécié cette façon de faire, dans le sens où c'est vraiment du coup très cadencé, très assuré, où on a cette partie là, on est en présent, on est dans le passé, on est dans le présent, et en fait on a
Après la première partie du passé, on a un peu les réactions de Maya, mais j'ai l'impression que les passages sur Maya étaient beaucoup plus courts et moins denses que ce qu'il y avait sur son passé. Pour ce qui est de l'intrigue et la fin, je m'attendais un peu à être sur les fesses et pas du tout, genre vraiment tout était prévisible. J'ai tout vu venir, j'ai passé un bon moment, mais voilà quoi. Genre, ok, il y a toujours une dimension mystérieuse qui plane par rapport au papa, par rapport aux origines de toutes les sœurs et tout. Mais en soi, ça m'a pas révolutionné le genre du secret familial, des sagas familiales. Donc je lirai quand même la suite avec entrain parce que voilà, ça m'intéresse de voir où ça mène. Mais pour l'instant, ça ne me... Il y a rien de nouveau, il n'y a rien d'inédit, il n'y a rien de foufou. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'était quand même une bonne lecture. En revanche, j'ai quand même eu un coup de cœur en ce début de mois pour Les Yeux de Mona, donc qui est une sortie assez récente, enfin fin d'année dernière je crois, je sais plus, qui continue à bien tourner. Vous voyez, je trouve que dans cette update, enfin même dans ce mois de mars, je lis pas mal du coup pour mon travail aussi, autre chose que du young adulte, fantastique, fantasy, etc. Donc je trouve que c'est bien, ça correspond avec mon idée de résolution de l'année, de varier un peu mes genres. Les Yeux de Mona, ici, on rencontre Mona, du coup, qui est une jeune fille de 10 ans. On la rencontre, elle est assise dans la cuisine en train de faire ses devoirs avec sa maman qui cuisine à côté. Et d'un coup, elle perd la vue. Elle perd la vue pendant exactement 63 minutes. Donc c'est un peu la panique, on l'emmène aux urgences et tout. Elle retrouve la vue dans l'entrefait, mais on décide quand même de lui faire passer un tas d'examens pour voir d'où provient la cause. Est-ce que c'est au niveau neurologique? Est-ce que c'est ophtalmologique? On ne sait pas. Donc elle passe l'examen qui s'avère totalement neutre. Et après cet épisode traumatisant, autant pour elle que pour ses parents, il va quand même falloir qu'elle ait un suivi continu, que ce soit au niveau de l'hôpital, donc des pédiatres, je crois que c'est un pédiatre, voilà, et également voir un pédopsychiatre pour faire une thérapie, pour en parler, pour essayer de comprendre et d'avancer, d'accepter ce qui s'est passé, qu'elle n'ait plus peur, etc. Et pour ça, les parents vont décider de faire appel à son grand-père parce qu'il est à la retraite, ils ont une relation très proche. Et donc les mercredis après-midi, comme ses parents travaillent, le papy va être chargé de l'emmener à ses séances de psy. Il s'avère que le papy décide que s'il y a un risque que sa petite fille perde un jour la vue, sans avoir découvert toutes les beautés du monde à travers l'art, parce que le papy est passionné par l'art, ce serait vraiment de la perte. Et donc il va décider que tous les mercredis, au lieu de l'emmener chez le psy, il va l'emmener dans différents musées pour s'arrêter devant un tableau précis et l'étudier pendant plusieurs heures. De façon à partager sa passion. Et ce sera son petit secret avec Mona. Pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que la relation entre grand-père et petite fille, là, j'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. En parallèle, moi j'avais un peu peur que ce soit juste, vous voyez, un chapitre, un tableau, et que ce soit très taiseux, et que ce soit pas très crédible, parce qu'on parle quand même d'art avec une enfant de 10 ans. Et en fait, pas du tout. À chaque chapitre, on a le début du chapitre qui est sur la tranche de vie, sur la vie de toujours du Mona, donc ce qui se passe après cet incident de perte de vue, donc elle retourne à l'école, etc. Donc on a ça. Et après, l'autre moitié du chapitre est sur ce fameux mercredi après-midi, l'étude de cette œuvre. C'est construit de façon, je vais essayer de montrer où voilà, on a un passage en italique qui est la description du tableau concerné. Et après, on a l'échange entre le grand-père et Mona. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que le grand-père parle à Mona comme si c'était une enfant, mais sans pour autant que ce soit une gamine. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance où elle est? Et j'ai trouvé ça très chouette parce qu'on apprend beaucoup sur l'art. Et on a de la peinture, mais à la fois aussi on a des sculptures. Et si on a des tableaux, on voit un petit peu toutes les époques. On a vraiment de l'art moderne, de l'art contemporain, on a des choses plus vieilles. J'ai trouvé que c'était très chouette dans le choix des œuvres sélectionnées. J'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a un fil continu quand même tout au long du bouquin. Or, le côté problème de vue de Mona, on a aussi toute une quête d'identité parce que elle va quand même comprendre des choses sur elle-même, sur ce qui a pu déclencher
cette situation. Et avec le papy, il voit des tableaux. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est que si vous au chapitre 1, on en voit un qui a quelque chose de mentionné, au chapitre 42, et ben, on peut avoir un clin d'œil à ce qui avait été dit. Mona va dire « Ah oui, ça me rappelle le tableau d'un tel ». Et il y a toujours des liens et beaucoup de rapprochements. Et j'ai trouvé que c'était une jolie toile d'araignée où tout se mêlait parfaitement. Deux choses m'ont frustrée. La première, c'est qu'on dit les yeux de Mona. C'est la fille à la perle sur la couverture. On n'étudie pas la fille à la perle dans le livre. Donc j'étais un petit peu déçue. Par contre, on a Mona Lisa. Donc voilà, bizarre. Et les tableaux, on les a, mais on les a dans une jaquette qui se déplie en mode poster. Je ne trouve pas ça pratique du tout. Parce que quand tu lis le bouquin dans un transport en commun ou autre, dans ton canapé ou quoi, t'as pas forcément envie de déployer la jaquette, ton poster là par terre pour l'analyser. Je trouve que ça aurait été plus judicieux en début de chapitre, vous voyez, de faire un insert papier glacé avec le tableau pour pouvoir y revenir correctement. Surtout que Albin Michel le fait déjà, et même qu'on voit souvent dans des livres, un peu quand c'est des fois des récits autobiographiques, où voilà, on a un portfolio au milieu en papier glacé. Je trouve que ce choix éditorial est un peu nul. Voilà, c'est un peu déroutant parce que si on lit, à un moment j'ai écouté un petit peu en audio à 2-3 moments, bah c'est vrai que j'ai pas été déplier la jaquette pour voir le tableau, alors que si j'avais eu mon papier glacé, en arrivant je pouvais y replonger, tiens c'était le chapitre 42, paf, j'avais mon tableau et voilà. Et même pour y revenir pendant la description, j'aurais trouvé ça plus simple. Donc voilà, côté praticité, je trouve ça pas foufou. Après, il y a peut-être des raisons budgétaires ou que sais-je. Mais voilà, c'était un coup de cœur. J'ai adoré la relation entre Mona et son grand-père, suivre toute cette aventure. Et la fin, j'avais peur. J'avais peur parce que je me dis, si ça se trouve, c'est le grand-père, on va nous faire chouiner, il va mourir. Si ça se trouve, Mona, elle va se suicider. On n'en sait rien, vous voyez. Genre vraiment, on a le temps de se faire plein d'hypothèses, de suspicions. Et moi, la fin m'a grandement satisfaite. J'ai pas de mots parce que c'était vraiment un très beau récit et je trouve qu'il est accessible à beaucoup de monde. Je pense qu'il peut très bien parler à quelqu'un qui s'y connaît en art comme à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et je le vois bien donc, quand on le voit à la librairie. Vous voyez, moi j'ai la vingtaine. On va aussi bien le vendre à des quarantenaires, des sextagénaires, enfin voilà. Je pense que c'est un récit intemporel que je vous recommande vivement parce que j'ai passé un très bon moment. Et en plus, ce que j'ai apprécié, c'est que on nous présente des peintres, enfin des artistes connus, mais on ne prend pas leur œuvre la plus populaire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si on vous prend un Turner, on va pas vous montrer son œuvre la plus populaire, ça va être un tableau peut-être moins connu, et j'ai trouvé ça très chouette l'angle pris pour ses choix. Donc voilà, très 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 bonne lecture. Moins bonne lecture, alors j'ai lu L'Orage et la Loutre avec cette petite loutre trop mignonne sur la couverture. Ici on rencontre, je crois qu'il s'appelle Jean, on rencontre un homme, on est en France. Il est au début à la chasse avec sa chienne, voilà, il chasse et puis à un moment ils vont tomber sur une petite, je dirais une source d'eau, et donc il va se baigner et tout, et puis après il va en sortir, il va s'endormir, et quand il va y avoir un violent orage, et quand il va se réveiller, en fait le monde va être figé. Dans le sens où si par exemple vous voyez, vous êtes à table et que vous étiez en train d'amener vos petits pois dans votre bouche, voilà, le monde est figé sur cette scène, comme ça, tout est figé. Il n'y a que l'eau, je crois, qui bouge, si j'ai bien compris. Et du coup, Jean est le seul qui reste à pouvoir bouger. Et il va décider de se rendre à Paris pour revoir ce qu'il est advenu de l'un de ses meilleurs amis d'enfance. Tout en essayant de garder les pieds sur terre et de ne pas sombrer dans une folie, parce que la situation, il n'y a que lui qui la vit et il ne peut pas en parler, et voilà quoi. Et ça m'a déroutée. Ça m'a déroutée parce que, alors contrairement, ou des fois quand je lis des livres où il n'y a pas de dialogue, genre c'est à la première personne mais il n'y a pas de dialogue, ça peut me déranger. Ici il n'y a pas de dialogue mais ça me dérange pas, parce que c'est relativement dynamique et court. J'ai bien aimé l'idée un petit peu post-apo, du côté monde figé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est la cause, l'orage, qu'est-ce que... Vous voyez, est-ce que c'est parce qu'il a plongé dans la source et du coup on est dans une dimension parallèle, est-ce que c'est onirique, est-ce que... Il y a tout un on ne sait pas qui plane sur l'histoire.
Mais j'ai été totalement dérangée par une certaine dimension. En fait, je sais pas si j'ai vraiment compris ce qu'il fallait comprendre. Est-ce que c'était vraiment ça qui était dit? Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond. Il y a la machine à laver qui est en train de se terminer, donc elle fait un raffut pas possible. Bref, tout ça pour dire que, pareil, l'orage et la loutre, moi la loutre je l'ai attendue, et puis quand elle est apparue, j'en dis pas plus, mais ça m'a également laissé de marbre. J'ai pas réussi à... En fait, je me suis attachée sans m'attacher au personnage de Jean parce qu'on a quand même un peu d'empathie vis-à-vis de la situation qui est en face de lui. Mais des fois, il avait des réactions et des choses vraiment... Il y a un moment, je peux pas le dire parce que je vais spoiler, mais il y a une scène vraiment qui m'a dérangée et je pense que demain, j'arrive à la librairie, je dis à mon collègue, lis-le et il faut qu'on en parle parce que je veux pas avoir compris ce que j'ai compris. Et bref, trop bizarre, et la fin trop bizarre, et tout trop bizarre, et bof. Donc au moins ça, je sais que c'est un livre que j'ai emprunté, que je paierai pas, que j'achèterai pas parce qu'il m'a pas plu. J'ai lu, toujours dans un registre un petit peu adulte, contemporain, j'ai lu Cavaler seul, qui là, on suit Sonia, qui est née dans le Midwest, et qui, depuis l'enfance, veut être entraîneuse de chevaux. Mais entraîneuse de chevaux dans le sens... chevaux pour les courses, vous voyez pas chevaux de concours, mais chevaux pour les courses de trot, etc. Donc on va la suivre. C'est une histoire vraie. L'auteur a eu des échanges et des entretiens avec cette fameuse Sonia, et elle relate ici les échanges qu'elles ont eus, les anecdotes de vie au sein des hippodromes, en tant qu'entraîneuse de chevaux de course, etc. Donc j'avais envie de lire ce livre parce que j'avais envie de lire quelque chose avec le monde équin, hippique, bref. Et mon collègue l'a lu également, celui à qui je vais faire lire l'orage et la loutre là. Et il a dit que c'était sympa et qu'en fait en plus c'est des anecdotes où on pourrait se dire si on nous raconte ça c'est tiré par les cheveux, et en fait comme là c'est relaté vrai, on peut pas l'inventer, vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a un peu déroutée parce que la forme du récit pareil c'est une page d'une anecdote en gros. Et je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus personnel, un petit peu plus détaillé. J'ai l'impression que des fois on survolait un peu les choses et que ça n'avait pas grand intérêt. Genre vraiment, j'ai refermé le livre et je me suis dit que ça n'avait pas grand intérêt. J'ai pas su trouver ce que j'attendais, ou dans le milieu des cours, je m'attendais peut-être à ce qu'on... on rencontre tel personnage et puis il s'est passé cette situation cocasse et qu'on rigole un peu et tout. Et en fait, non, j'ai trouvé ça un peu creux, un peu sans fond. C'est dommage. C'est dommage parce que, parce qu'au début, Sonia, avant de vouloir être entraîneuse de chevaux, elle rêve d'être jockey. Mais pour être jockey, il faut être assez petit et elle fait que grandir. Donc à un moment, elle dépasse la taille idéale pour faire ce métier. Donc elle se rabat sur le côté entraîneuse de chevaux pour être comme dans le milieu. Alors oui, je m'attendais pas à un truc idyllique. Enfin, je pense qu'on est tous conscients que le milieu hippique au niveau des courses et tout, c'est un milieu rustre, un milieu très sévère, où forcément un cheval il court mal, hop, abattoir. Mais je sais pas, je m'attendais à des anecdotes un petit peu plus profondes. Là j'ai pas eu l'impression de lire, j'ai pas appris grand chose quoi, je suis un petit peu déçue. Voilà, ça m'a laissé de marbre. Mais ça s'est vu très vite. Le Goncourt de fin d'année dernière quoi. Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Il faut savoir que pour moi le Goncourt à la base c'était un truc, c'était forcément un Gallimard Blanche qui gagnait, un truc très intellectuel où il fallait vraiment réfléchir, où on savait pas trop ce qu'on lisait. Il y avait des sous-entendus, des métaphores et tout partout, genre vraiment un truc un peu inaccessible au petit peuple, vous voyez, aux gens de bas QI. Si je puis dire, jusqu'à l'Anomalie, je sais plus en quelle année c'était l'Anomalie, mais là vraiment j'avais adoré, j'avais trouvé ça vraiment très accessible pour un Gallimard Blanche, donc j'avais été ouverte à nouveau sur le sujet, j'avais pris une nouvelle position, et je veux dire que le pitch de celui-ci m'avait vachement botté. Ici on suit Mimo qui est fils de sculpteur et d'une femme. Au moment du décès de son papa, sa maman n'ayant plus trop de moyens, elle va l'envoyer chez un autre sculpteur parce que comme son papa y a appris les bases, elle se dit qu'avec un sculpteur professionnel, il pourra continuer à développer son talent et à se trouver un métier, une place. Donc Mimo est envoyée
chez un oncle entre guillemets, parce que je crois que c'est pas vraiment son nom par rapport au sang, enfin bref. Et il s'avère que Mimo a vraiment de l'or dans les doigts, dans les mains pour la sculpture, mais on ne le laisse pas s'exprimer. Vraiment, c'est un sale gamin pour certains. Donc on lui donne un petit peu les tâches un peu nulles. Et un beau jour, il va faire la connaissance de Viola Orsini, qui est une jeune fille pleine d'ambition. Vraiment, elle, son rêve, c'est de voler parce que Léonard de Vinci a proposé des choses. Enfin, vous voyez, elle a vraiment des grandes ambitions. Elle veut changer les choses, elle veut changer le monde en tant que femme. Et j'ai trouvé que ce personnage était vraiment très poignant, très fort. Et il s'avère que par des concours de circonstances, Mimo et Viola vont ne plus se voir pendant un certain temps. Et après, ils vont se retrouver, mais ils auront genre 28-30 ans, donc ils auront chacun leur vie, etc. Et je dois dire que c'est une lecture qui m'a convaincue. Il faut savoir que Jean-Baptiste Andréa, c'est un mec qui vient du cinéma. C'est genre un scénariste, un truc comme ça. Donc le bouquin, il a tous les ingrédients pour vous tenir en haleine, pour vous embarquer. Vraiment, dans 500 et quelques pages, on a une saga familiale, une épopée qui est vraiment très bien construite. C'est juste, de A à Z, c'est pas de la grande littérature, c'est accessible à tout public, je dirais, il n'y a pas besoin de se creuser la cervelle pour comprendre. Les personnages sont justes. En plus, c'est que ce que j'en parlais avec mon collègue, toujours le même vraiment, qui l'a lu aussi, c'est que des fois dans les sagas familiales, on vous donne une palanquée de personnages et puis après pour les resituer dans les tomes suivants, c'est vraiment la galère. Ici, on a beau voir un personnage au premier chapitre, si on le revoit au chapitre 32, on sait qui c'est. On sait pourquoi il est là parce que l'auteur sait utiliser les mots justes et avoir le sens du détail pour que le personnage nous marque. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très vivant comme bouquin, très dynamique parce que en plus c'est que juste dans ce livre on a comme une longue période qui s'étend. Donc j'ai trouvé que les ellipses n'étaient pas trop mal amenées, j'ai trouvé que c'était quand même très fluide. Donc c'était vraiment un très bon bouquin où voilà on suit ce jeune garçon qui sait qu'il a de l'or dans les mains mais on le bride de par sa condition et donc il va devoir faire ses preuves et se trouver lui-même et aller au-delà des préjugés qu'on peut avoir de lui. Et j'ai trouvé ça très chouette, vraiment c'était un très bon livre, donc je vous le recommande si vous avez envie d'essayer un livre qui a eu un prix. Je dis ça comme ça mais non vraiment je comprends pourquoi il est Goncourt, je comprends ce truc qui fait que on aime ce qu'on lit. C'était vraiment très chouette. En plus j'ai trouvé ça très bien écrit et pareil je l'ai écouté 2-3 fois en audio quand j'étais en voiture ou quoi, le temps 2. Le narrateur était vraiment très chouette. À part sa façon de prononcer Viola, je sais pas pourquoi, frère. Il y a des Italiens dans tout le bouquin et il y a que Viola que tu prononces comme ça, trop bizarre. Bref, là j'ai beaucoup aimé le narrateur pour le coup, donc très bonne lecture, très bon audio. Est-ce que je peux dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin? Je ne sais pas, parce que c'est pas un coup de cœur, enfin je sais pas. Je l'ai lu, le tome 3 de Crescent City. Alors, moi quand j'ai vu De Saxus annoncer qu'il le sortait là, il disait ça, un tome 3. Et en fait quand j'ai demandé au Official Challenge, est-ce que c'est un tome 3, est-ce que c'est une conclusion ou est-ce qu'il va y avoir une suite? Et a priori il va y avoir une suite ou en mode comme avec Akotar, c'est dans le même univers mais pas les mêmes persos qu'on suit, enfin je sais pas, bref. Sachez juste que pour moi si là c'est la fin, ça me convient tout à fait. J'ai adoré. Vraiment je pense que je suis à est-ce que je suis à contre-courant de tout le monde? Je sais pas parce que sur le Discord du challenge, quand on en parlait, tout le monde, enfin la majorité l'a trouvé très long, très ennuyeux. Il se passait pas grand chose. Moi j'ai pas du tout trouvé. Vraiment j'ai pas du tout trouvé que c'était trop long. Je l'ai préféré au tome 2. J'avais eu donc un coup de cœur pour le tome 1. Le tome 2, j'avais détesté Brice et la relation Brice-Hunt, mais j'avais adoré les personnages secondaires et toutes les intrigues ficelées. Pareil, les révélations dans le 2, les grosses révélations entre guillemets, ne m'avaient pas laissé sur les fesses par rapport à d'autres petites révélations un petit peu plus sympas. Ici, je veux dire que c'est un condensé de bonnes choses. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça très très bon. Je me suis pas ennuyée, j'ai trouvé ça très dynamique, les révélations m'ont convenu, le développement de certains personnages a continué à me convaincre. Par contre, Brice Hunt, c'est pas possible, vraiment, à un moment donné. En fait, c'est que, donc,
par rapport à la fin du 2, il se passe un événement qui fait que toute la clique est un petit peu séparée. Et toute la partie dans celui-là où Brice est seule, elle est top. Et à partir du moment où elle retrouve Hunt, qui sont à nouveau ensemble, elle est détestable et lui aussi. Et leur relation, qu'est-ce qu'elle est nulle. Vraiment, elle dégage rien. Le Hunt, dans celui-là, vraiment un chialeur, le mec. Il a fait que chouiner. Vraiment, il est trop fadasse. Genre, je sais pas, dans le premier, ok, Brice est badass et Hunt aussi. Et on a l'impression que dès qu'ils sont ensemble, qu'il est amoureux, lui, il devient complètement plan-pleu. Il est plan-plan, je sais pas, genre on veut démarquer Brice, mais en mode elle a pas besoin d'un homme pour savoir ce qu'elle fait et tout, ok. Mais c'est pas pour ça qu'il faut émasculer le personnage masculin. Enfin, genre, je veux dire, il avait tout pour être badass et que tout soit bien dosé et équilibré. Surtout quand on voit certains autres personnages masculins à côté. Donc, ma foi, moi j'étais très convaincue. Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais pour moi c'est au moins un 4,5, voire un 5 sur 5. Mais voilà, j'ai été très satisfaite de ce qui s'est passé dans ce tome. La poursuite, l'évolution de l'intrigue, ce qui se passe. J'avoue qu'il y a toujours ce côté enfer avec les princes des enfers et tout. Si la Sarah J. Maas, elle nous fait un truc sur cette dimension-là de l'histoire en mode spin-off, moi je dis oui, hein, je les adore ces persos. Vraiment, voilà, si j'ai un regret, c'est qu'on n'ait pas plus vu l'enfer dans cette trilogie, c'est une trilogie. Mais je suis trop convaincue, j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment, j'ai pas vu de problème de traduction ou d'erreur de frappe ou que sais-je, donc très bon point. Donc voilà, je conclus cette update avec cette très très bonne lecture. D'autres que j'ai lues, que j'ai oublié de vous parler, mais tout est éparpillé dans l'appart, donc je sais pas où c'est. Il y en a un aussi que je dois pas avoir en physique pour l'instant, donc bref. Voilà, j'ai déjà dégrossi le bilan à venir avec ces lectures. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des choses comme avec le Goncourt, les yeux de Mona, peut-être des livres que vous auriez vus en librairie sans pour autant vous pencher dessus parce que c'est pas dans vos genres de base, mais en tout cas voilà, j'essaye de continuer à élargir mes horizons de lecture pour pouvoir vous proposer des panels de titres qui peuvent plaire à tout le monde. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un bon mercredi au moment si vous voyez cette vidéo le jour même. Et puis là normalement on repart avec une vidéo par semaine. Voilà, parce que là celle-ci, la semaine prochaine normalement le projet Chatham, la semaine d'après le bilan de mars. Donc ça devrait plutôt bien se goupiller, on devrait se retrouver à nouveau avec un rythme correct. En plus après ce challenge j'en ai plus, donc il n'y aura plus de lecture secrète ou quoi que ce soit. Voilà, si jamais vous n'avez pas vu, il y a un concours sur mon Booksta, je vous mets le lien aussi dans la barre d'infos. Parce que bah quand même, il y a 35 € de livres à gagner, donc, et des livres au choix bien sûr. Donc ça peut faire un beau relier, 4 poches, un brochet, 2 brochets, que sais-je. Donc n'hésitez pas à y participer. Tout est expliqué sur le post. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!